Bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Raphaël et Sibylle. Il existe aux États-Unis un jeune homme qui s'appelle George et qui partage avec moi des arrière-grands-parents. J'aurais pu découvrir cette information en faisant une recherche généalogique poussée, ça fait d'ailleurs partie de mon métier, mais ce n'est pas comme ça que je l'ai su. Non, cette information, je l'ai obtenue grâce à un test ADN qu'a fait l'une de mes petites sœurs. C'est dans les années 2000 que sont apparus ces tests génétiques que l'on fait volontairement pour en savoir plus sur ses origines et ses liens de parenté. En France, on appelle ça des tests récréatifs, c'est-à-dire pour s'amuser. Des kits de prélèvement de salive sont vendus aux personnes intéressées. Elles renvoient ensuite le prélèvement à une entreprise qui l'analyse pour en tirer des informations sur leur patrimoine génétique. Ces kits ont connu un très grand succès aux États-Unis puis en Europe, mais en France, ils sont interdits depuis le début. Fin 2023, la loi s'est encore durcie. Désormais, les entreprises qui vendent ces tests n'ont plus le droit de les envoyer sur le territoire français. Alors, est-ce que la loi française a raison ou faut-il autoriser les tests ADN récréatifs en France ? C'est la question du jour dans French Baratin. On commence par notre quiz habituel. Première question, que risque-t-on selon la loi si on fait un test ADN dit récréatif en France ? Raphaël. J'ai vu l'info, mais je ne l'ai pas noté, je m'en souviens plus. Je peux venir à ta rescousse si oui, tu veux. je veux bien. Fonce, Cécile. Je crois, mais je ne suis pas sûre, mais je crois avoir vu entre 2 et 3 000 euros. C'est pire. C'est pire. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Vas-y, Raphaël. Si on soumet un échantillon d'ADN, en dehors des cadres prévus par la loi, on encourt une amende de 3 750 €. Voilà. Exactement. C'est ça. Mais il faut savoir que c'est purement théorique, c'est ce que dit la loi, mais ça n'a jamais été fait. Jamais personne n'a eu à payer cette amende. Bien d'accord. Alors, deuxième question. Quels sont les autres pays européens qui interdisent les tests ADN récréatifs ? Cécile. La Pologne. Et c'est tout. Et c'est tout. Oui, pardon. Il y en a qu'un. Je suis trop fière de savoir. Bravo. 100% de bonnes réponses. On a bien travaillé, Raphaël. Yes. Troisième question. Combien de personnes font ce genre de test ADN récréatif en France chaque année environ ? Raphaël. Décidément, tu poses que des cols. Oui, mais parce que les autres questions, tu connais la réponse parce qu'on en a déjà parlé. Je sais pas. Cécile, une idée ? J'ai entendu dire des centaines de milliers de personnes, mais je ne sais pas si c'est annuel ou au total depuis que ça existe. Alors, des centaines de milliers de personnes, ce sera au total depuis que ça existe, si on reste dans le cadre français, puisque l'estimation la plus répandue, qui est reprise notamment par une association qui s'intéresse beaucoup à ce sujet-là, qui s'appelle DNA Pass ou DNA Pass, c'est 100 000 personnes. Et ce serait plutôt une estimation basse. Donc voilà, 100 000 Français qui chaque année feraient un test généalogique récréatif. Et dernière question de notre petit quiz. Quelle part de notre ADN partage-t-on avec un frère ou une sœur ? Et je te pose la question, Cécile. 50%. Haha, tu es tombée dans le piège. Ah non, c'est 25. Non. Non, 100%. Non, non, c'est pas possible. Je sais pas. Ah, mon père aurait honte de moi. Non, mais il y avait un piège, c'était un petit peu volontaire. Ouais, okay. Ta dernière réponse est beaucoup plus proche de la réalité, puisqu'en réalité, il faut savoir que tous les êtres humains partagent entre eux environ 99,9% de leur ADN. Ah. On partage avec les chimpanzés entre 96 et 98% de notre ADN, parce que nous avons tous 4 pattes, et donc chez les humains, 2 bras et 2 jambes, etc. Donc il y a énormément de gènes qu'on a de toute façon tous en commun. Donc en fait, quand on fait le calcul de dire avec un frère ou avec une sœur, on a environ 50% en commun, c'est sur la part variable, sur le petit 0,1% de notre ADN qui connaît des variations d'un individu à l'autre. D'accord. Voilà, et donc en fait, effectivement, avec un frère ou une sœur, ça va être en moyenne 50%,
mais pas pile 50%, parce qu'on peut avoir pris un peu plus les mêmes chromosomes de chacun de nos parents ou beaucoup moins les mêmes chromosomes de chacun de nos parents. Et donc, en fait, selon le site MyHeritage qui fait ce genre de test, avec un frère ou avec une sœur, on a environ entre 37,5% et 61% en commun dans cette part de l'ADN qui est variable d'un individu à l'autre. Ah, c'est assez large, cette fourchette. Bah oui, mais en fait, si par exemple, il y a un gène où votre papa, il a une version A et une version B, parce que les gènes, on les a sur chacun de nos chromosomes, et c'est des paires de chromosomes, et votre maman, elle a une version C, une version D, eh bien, vous allez prendre chez votre papa la version A, puis chez votre maman la version C. C'est possible que votre frère, il prenne la version B et la D, et là, voilà, vous n'avez pas ça en commun. Ou alors, vous pouvez quasiment toujours prendre le même gène, quoi. D'accord. Oui. Ah, je savais pas. Donc statistiquement, ce sera entre à peu près 1/3 et à peu près 2/3. Et on peut plus ou moins se ressembler entre frères et sœurs en fonction du hasard, quoi. Bien sûr. Et donc, ma petite sœur qui a fait ce test, elle était trop mignonne parce que quand je lui ai expliqué ça, elle a dit « Je suis sûre que nous trois, donc elle, moi et notre autre petite sœur, on a toutes 61%, le maximum. » Parce qu'on se ressemble beaucoup. Mais c'est vrai que vous vous ressemblez toutes les trois beaucoup. Ouais. Ah bah, j'aurais appris quelque chose. Bah super, c'était aussi le but du quiz quand même. Et bien maintenant qu'on a bien joué à ce petit quiz, on va passer à votre expérience. Donc vous allez me raconter tous les deux si vous avez déjà fait un test ADN de ce type-là, donc un test ADN dit récréatif, et si oui, pourquoi, et sinon, est-ce que vous aimeriez le faire et pourquoi? Alors, qui est-ce qui a envie de commencer? Eh bien, je peux commencer. Je n'ai pas fait de test ADN récréatif ou autre, d'ailleurs. Et je suis partagé, en fait, sur la question de est-ce que je voudrais le faire ou pas. Je trouve intéressant l'aspect qui permettrait de remonter, de retrouver peut-être certains ancêtres en trouvant des éléments d'ADN communs. En fait, c'est principalement ça, d'ailleurs, parce que les autres choses proposées par ce type de test, à savoir les supposées origines ethniques ou géographiques ou des prédispositions génétiques à des maladies. Pour le premier, c'est quelque chose qui me paraît un peu flou, et pour le deuxième, c'est quelque chose qui, je trouve, devrait se faire dans un cadre médical avec des explications et une manière plus, entre guillemets, sérieuse et justement pas récréative. Voilà. Or, ce sont des choses qui sont aussi proposées par les entreprises qui font ce genre de tests. Voilà. Très bien. Et toi, Cécile, est-ce que tu as déjà fait un test ADN? Est-ce que tu aimerais en faire et pourquoi? Alors non, je n'en ai jamais fait. En fait, j'en avais pas vraiment entendu parler jusqu'à il y a quelques temps. Et en fait, j'ai vraiment découvert qu'on appelait ça comme ça quand tu nous as annoncé le titre de cet épisode. Et en fait, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 2018 parce que je suivais une blogueuse qui vit à Amsterdam, qui a des origines très variées et qui du coup avait fait ça justement pour confirmer un petit peu. Et en fait, j'avais trouvé ça assez marrant, je trouvais ça assez ludique d'avoir cette cartographie, mais j'avais pas poussé davantage, alors que pourtant, je crois avoir un arrière-grand-père biologique inconnu, mais qui serait potentiellement hongrois, et du coup, ça m'aurait peut-être permis de savoir si j'avais quelque chose de l'Europe de l'Est. Et en plus, mon père et mon frère ont des yeux relativement bridés, donc ça aurait peut-être pu apporter en tout cas des débuts de réponse enfin voilà. Mais c'était vraiment la curiosité, mais j'ai pas poussé davantage. Je m'étais juste dit tiens, c'est drôle, et ça s'était arrêté là. Et là, très récemment, dans une série française, il y avait une femme qui offrait à son compagnon pour son anniversaire un test ADN. Et sur le moment, je m'étais dit tiens, c'est bizarre parce que du coup. Je crois que c'est en préparant le podcast, je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que c'était interdit en France. Enfin, bref. Et en fait, grâce à ce test, le compagnon en question découvre qu'il a une fille dont il ignorait tout. Ah oui. Et sur le moment, je me suis dit, c'est quoi ce test? En gros, quelqu'un peut arriver dans ta vie sans prévenir. Est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que du coup, quelle vérification on apporte à ça? Enfin voilà, j'avais trouvé ça un peu bizarre. Et par contre, moi, à titre personnel, c'est vrai que ça m'intéresse assez peu de découvrir des parents éloignés, parce que j'ose espérer que j'ai pas trop de secrets de famille.
Et du coup, de créer des liens aujourd'hui avec des cousins éloignés, c'est vrai que ça m'intéresse pas particulièrement. Du coup, si un jour c'est légalisé en France, je dis pas que je ne le ferai jamais, mais en tout cas, à l'heure actuelle, j'en ressens pas le besoin. Et de toute façon, je ne veux pas faire quelque chose d'illégal. Je suis quelqu'un qui respecte les règles en général, du coup, j'ai un peu du mal. Mais voilà. Et toi, Sybille ? C'est marrant parce que j'en ai pas fait non plus, mais pas pour les mêmes raisons que toi, on va dire. C'est-à-dire que ça m'intéresserait, en fait, d'avoir certains résultats et je vais expliquer pourquoi. Et le fait que ce soit illégal me fait pas plus peur que ça parce que on peut aujourd'hui demander à un ami en Italie, en Angleterre, de nous renvoyer le test et le faire et on va pas avoir de problème. Mais c'est pas ça les raisons. En fait, moi, quand j'ai découvert que ça existait, alors dans un premier temps, j'ai pas forcément vu l'intérêt pour moi non plus, puisque je ne pense pas non plus avoir de secret de famille dans ma famille immédiate, puisque le visage de mes parents est plus ou moins imprimé sur mon visage. J'ai pas d'inquiétude à ce sujet. Mais surtout, pour moi, faire ces tests, ce serait donner mon ADN à des personnes que je ne connais pas. Et ça, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment la raison pour laquelle je serais réticente à faire moi-même le test. Mais donc, j'étais assez contente que ma sœur l'ait fait parce que mon côté chercheuse fait que j'avais envie de fouiller, de regarder un petit peu ce qu'elle avait trouvé en termes de liens de parenté. Aussi, regarder un petit peu la question des origines, même si moi aussi, ça me paraît flou et on pourra en reparler. Mais je pense que c'est largement artificiel, cette idée de dire vous venez de telle ou telle ethnie. Mais par contre, là où je trouve ça intéressant, c'est pour la dimension recherche généalogique où ça peut aider à retrouver un ancêtre inconnu, comme tu le disais, Cécile. Et nous, on a une histoire comme ça, justement, dans la famille. Donc, je vais la raconter brièvement. En fait, la grand-mère de mon grand-père, qui a eu donc le père de mon grand-père, mon arrière-grand-père, en 1903, était une jeune femme qui vivait dans le nord de la France et qui a eu comme travail d'être la dame de compagnie d'une riche américaine qui est partie en bateau. Alors, on ne sait pas exactement où. Et en fait, sur ce bateau, mon ancêtre, la grand-mère de mon grand-père, a rencontré un bel interprète italien. Alors, je rajoute le bel, on n'en sait rien, mais un interprète italien qu'elle a dû trouver, en tout cas, très intéressant et beau, etc., puisqu'elle est tombée enceinte. Et ça ne se faisait pas en 1902 de tomber enceinte comme ça, sans être mariée, d'un Italien sur un bateau. Donc la pauvre a été renvoyée chez elle dans le Nord, où elle a eu toute seule son fils, le père de mon grand-père, et on ne sait pas qui est cet Italien. Voilà. Donc j'ai un 16e de sang italien, peut-être pas tout à fait avec les aléas de la génétique, mais ça m'intéresserait beaucoup de retrouver cette histoire. Pas tellement pour retrouver des cousins complètement éloignés qui auraient ce même ancêtre italien, mais plutôt pour comprendre ce qu'elle a vécu, en fait, et qui il était. Voilà, donc c'est vraiment ça qui m'intrigue, c'est cette histoire. Et donc là, je me disais, quand ma petite sœur m'a parlé du fait qu'elle avait fait ce test, que ça nous permettrait peut-être d'avancer sur cette recherche, de retrouver des personnes qui avaient de l'ADN en commun avec nous et qui étaient italiennes. Mais c'est pas vraiment le cas. Enfin, on a des correspondances avec des personnes qui ont un arrière grand-père ou grand-mère en commun avec nous et qui vivent en Italie. C'est très éloigné, c'est trop éloigné, et donc on peut pas vraiment, pour le moment, avancer grâce à ce test ADN. Mais voilà, en tout cas, si j'avais changé d'avis, ça aurait été pour cette raison-là, pour en savoir plus sur cette enquête généalogique que je continue à mener et dont j'ai pas encore trouvé la solution, mais j'espère un jour en savoir un peu plus sur cet ancêtre italien. Ce qui est intéressant, par contre, c'est la motivation de ma petite sœur. Parce qu'elle ne l'a pas fait pour cette raison, elle s'intéressait pas forcément aux recherches généalogiques, elle l'a fait de manière altruiste. Donc ça, quand elle m'a expliqué, j'avais pas du tout pensé à cette raison-là, mais elle m'a expliqué qu'elle avait vu sur des groupes Facebook des gens qui étaient adoptés et qui recherchaient leur famille et qui faisaient ces tests génétiques en espérant retrouver des cousins éloignés qui leur permettraient de retrouver leurs parents biologiques. Et ça lui a donné envie, en fait, de faire ce test pour peut-être aider quelqu'un à retrouver sa famille d'origine.
Voilà, en se disant, plus il y a de personnes sur ces bases de données, plus ça permet aux personnes qui recherchent leurs origines de trouver une correspondance. Voilà. Et puis, elle trouvait le reste amusant, mais c'était vraiment ça, sa motivation, aider les autres. Donc, je trouvais ça très intéressant. Carrément. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Nous produisons ce podcast sur notre temps et notre argent personnel et nous souhaiterions qu'il reste sans publicité. Vous pouvez nous soutenir pour le prix d'un café sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description. Merci beaucoup à celles et ceux qui le font déjà. Eh bien, ça va être le moment de lancer le débat. Alors, Cécile et Raphaël, à votre avis, pourquoi l'État français refuse ces tests ADN récréatifs et quelles sont globalement les raisons de s'y opposer ? L'une des raisons, mais Raph l'a mentionné tout à l'heure, c'était le fait que si on apprenait qu'on avait une prédisposition pour une maladie, c'était de se retrouver tout seul avec cette information et de ne pas être accompagné. Et du coup, que ça puisse être particulièrement traumatisant, voire dangereux presque. Et même d'ailleurs, si c'est pas médical, finalement, d'apprendre que son père n'est pas son père, je pense que ça peut être suffisamment traumatisant. Donc, je pense qu'il y a notamment cette raison-là. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai écouté un podcast de France Inter qui parlait de ces tests ADN. C'était dans l'émission Le téléphone sonne et il y avait plusieurs personnes qui du coup intervenaient. Et donc dans ces témoignages, il y avait plusieurs positions différentes finalement. L'une des personnes avait fait le test parce qu'elle soupçonnait déjà que son père n'était pas son vrai père. Et du coup, elle avait fait le test, ça lui avait confirmé ça. Mais après, elle a mis 2 ans avant d'en parler à sa mère. Ah oui. Parce que justement, elle appréhendait. Donc là, il y a ça. Ça rejoint ce que tu viens de dire, Cécile. Par rapport à la démarche de ta petite sœur, Sybille, le fait que ce soit une approche altruiste, l'un des témoignages dans l'émission, c'était un donneur de sperme qui maintenant avait fait ce test pour que ces données arrivent dans les bases de données et que quelqu'un puisse ainsi le retrouver parce que il disait que sûrement il y avait des gens, ces enfants finalement biologiques qui pourraient être curieux de le retrouver et du coup en faisant appel à ces tests génétiques pourraient le retrouver justement. Sur la santé, il y avait quelqu'un qui avait témoigné, un couple en fait, qui étaient tous les deux porteurs d'un gène récessif qui produisait potentiellement un syndrome. Ils étaient tous les deux porteurs sains et en fait, ils avaient eu un enfant qui avait ce syndrome et c'est à ce moment-là, en faisant des tests, dans ce cas-là, dans un cadre médical, qu'ils avaient découvert qu'ils étaient chacun porteurs de ce gène. Mais ils avaient fait des tests dans le cadre médical français. Oui. Oui, voilà, parce que ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, quand on a réellement besoin d'un test pour connaître ses prédispositions médicales, ça, c'est autorisé par la loi française et du coup, c'est encadré. Et c'est beaucoup mieux de le faire, comme vous disiez, dans ce cadre-là, parce qu'effectivement, on a besoin d'un accompagnement. Oui, c'est pour ces raisons, je pense, entre autres, que l'État français refuse ces tests, quoi. C'est que pour les aspects médicaux, il y a un gros problème. Après, il y a aussi l'aspect, les données médicales, les données, génétiques sont transmises à des entreprises dont on ne sait absolument pas ce qu'elles vont en faire. On signe un papier comme quoi on consent à leur utilisation, mais du coup, ça veut dire aussi qu'ils peuvent... apparemment, il y a une entreprise, justement, qui a revendu sa base de données à une autre entreprise pour plusieurs millions d'euros. Et ces gens-là peuvent en faire ce qu'ils veulent. Donc, effectivement, ça aussi, c'est un aspect problématique. Il y a plein de problématiques éthiques et de préservation des données qui se posent et qui justifient de refuser ces tests, d'interdire ces tests. Ouais, effectivement, moi, ce que j'avais lu, c'était que c'était surtout cette raison-là, la peur que des données collectées grâce au kit de test ADN soient utilisées à des fins commerciales, qui avait poussé le gouvernement à refuser.
l'autorisation de ces tests en France récemment. Parce qu'en fait, en 2020, il y a eu 2 amendements qui ont été proposés par un député pour légaliser et encadrer les tests ADN dits récréatifs, donc volontaires. Et c'est Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé à cette époque, qui s'y était opposée vraiment en mettant en avant le risque que les données collectées soient mal gérées et soient vendues donc, à des entreprises qui en feraient un peu ce qu'elles voulaient. Mais ça, je trouve ça un petit peu étonnant parce que finalement, justement, le fait de faire une loi, ça permettrait d'éviter ça. En tout cas, ça permettrait au maximum de l'éviter et d'encadrer ce qu'on peut faire de ces données. Donc dire juste non, il y a ce risque et donc on ne l'autorise pas, c'est un peu se voiler la face parce que les données sont collectées. Du fait que ceux qui veulent faire ces tests continuent à les faire. D'autant que je trouve qu'on est d'accord que c'est un autre niveau et que c'est des données vraiment personnelles puisque c'est des données médicales, mais on partage déjà beaucoup de données sur Internet. Évidemment, nos identifiants, etc. Bon, c'est une chose, mais aussi des données médicales qu'on diffuse maintenant en France sur Doctolib et compagnie. Voilà, que ces sites-là ont stocké chez elles sur leur serveur. Et pourtant, ça, c'est autorisé et il n'y a pas de problème. Mais c'est encadré dans une certaine mesure. Et voilà, donc là, je suis d'accord aussi un petit peu avec toi, Sybille. Je trouve que c'est une question d'encadrement, en fait, et qu'une loi permettrait justement de peut-être interdire certaines pratiques, en fait. Et l'entreprise qui a vendu certaines des données de ses clients, c'est 23andMe. Et ils ont répondu en disant que leurs clients étaient d'accord, mais bon, c'est possible qu'ils aient signé quelque chose sans s'en rendre compte. Mais par contre, le cas de cette entreprise spécifique met bien en avant un autre risque qui fait peut-être partie des raisons pour lesquelles un certain nombre de députés, de sénateurs étaient contre le fait de le légaliser, c'est qu'il y a des risques de piratage aussi. Parce que justement, à la fin de l'année 2023, 23andMe, il s'est fait attaquer par des hackers. Et les pirates informatiques donc, ont réussi à voler les données génétiques indirectement d'à peu près 1,4 million d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont volé les données directement que de 14 000 personnes, mais comme il y avait avec leurs données toutes les correspondances ADN que ces personnes avaient avec d'autres personnes, finalement, voilà, ça touche beaucoup plus de gens. Après, même sans parler des hackers, enfin des pirates, j'ai vu que apparemment le test à l'achat était d'une petite centaine d'euros à l'heure actuelle, alors que le coût de ce test pour les laboratoires avoisinait les 1 000 euros. Ah oui. Et que potentiellement, du coup, il faut qu'ils se rémunèrent à un moment donné et que... Alors, je l'ai vu sur 2 sources. Je ne sais pas si c'est véridique parce que j'ai pas... Mais en tout cas, je l'ai vu sur 2 sources, ça. Qu'il y avait un énorme gap, un énorme fossé entre le coût d'achat et le coût de laboratoire. Et du coup, potentiellement, l'une des façons de se rémunérer, c'était de vendre ces données. Après, il y a quand même une façon de contrôler, c'est qu'on a le RGPD en Europe, donc le règlement général, je crois, de la protection des données, ou même des sites, du coup, aux États-Unis. Normalement, s'ils font ce test avec des Européens, les Européens sont en droit de demander la suppression de leur ADN dans la base de données. Et apparemment, les sanctions sont relativement importantes si les acteurs en dehors de l'Europe n'acceptent pas cette demande. Donc, et c'est quelque chose qui est appliqué ? Apparemment, quand tu es européen, tu peux faire la demande. Et si on n'accède pas à la demande, en fait, on peut saisir la CNIL, donc qui est là, l'organisme français, qui, peut-être avec le RGPD, va être capable de faire quelque chose. Mais apparemment, j'entendais que les risques pouvaient être vraiment importants pour les entreprises internationales, donc peut-être. Et d'ailleurs, juste avant l'épisode, tout à l'heure, je me suis dit, quand même, je vais aller sur un site internet. Et ce qui m'a quand même choquée, c'est que donc, j'ai juste tapé « faire un test ADN ». Premier lien qui sort, c'est MyHeritage qui est sorti. Donc le site est parfaitement traduit en français. Comme si, du coup, c'était tout à fait... bien sûr, il n'y a pas qu'en France où on parle français. Mais apparemment, ça avait été fait exprès aussi pour que les gens pensent que c'est légal en France. Et il n'y a aucun endroit, en tout cas, je n'ai pas trouvé, donc il faut, à mon avis, beaucoup plus chercher. Il n'y a aucun endroit où c'est écrit qu'on ne peut pas faire ce test. Je pense que quand on rentre une adresse française, là, il y a un blocage. Je ne suis pas allée jusque-là. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez fou que...
Enfin, je sais pas, que ça soit pas un tout petit peu plus mis en avant que on puisse pas faire ces tests en France, que ça soit pas légal. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur le montant de l'amende, le fait que ça avait jamais été appliqué, c'est que je trouve ça quand même étonnant qu'on fasse une loi et qu'on ne l'applique pas. Ah, ça arrive souvent. Ah, ça arrive beaucoup. Oui, c'est ce que j'ai appris, mais je comprends pas l'intérêt. Je sais plus combien. Enfin, je me souviens dans mes cours de droit, il y avait je sais pas combien de lois qui étaient vieilles, qui étaient inusitées, qui s'appliquaient plus. Je crois qu'il y avait une histoire de fumer une interdiction de fumer des cigares, je sais pas où. Enfin, un vieux truc qui était il y a 200 ans et qui était toujours en vigueur, mais juste c'est plus appliqué. Donc, bon, c'est un exemple un peu extrême, mais il y a plein de lois comme ça qui sont pas réellement appliquées parce qu'elles sont pas vraiment applicables ou parce que on n'a pas les moyens pour les appliquer ou. Ouais, mais du coup, pourquoi les faire ? Parce qu'il faut bien qu'ils bossent, les mecs. Parce qu'il y a des petites Cécile qui veulent pas faire les choses illégales. Ça peut en dissuader quelques-uns. Ouais, mais du coup, si on n'avait pas eu cet épisode à préparer, j'aurais même pas su. Je crois que c'était illégal. Oui. Ouais. Et après, là, c'était hier, j'écoutais quelqu'un en parler et qui disait, du coup, ça m'a permis de peut-être comprendre la raison pour laquelle ça n'avait pas été appliqué. Enfin, en tout cas, au moins pourquoi il l'avait fait, c'est peut-être pour alerter le consommateur sur le côté potentiellement dangereux du fait qu'on donne nos données à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ouais. Là où il y a peut-être plus quelque chose qui peut être appliqué, c'est le fait que le législateur a récemment, en 2023, interdit l'envoi en France de tests d'ADN. Et là, pour le coup, il y a peut-être plus la possibilité de stopper, quoi. Oui, il y en a qui pourraient rapidement dénoncer les entreprises qui continuent à le faire. Oui, voilà. Mais par contre, j'entendais aussi quelqu'un qui disait « Ok, on interdit aux Français de faire ces tests génétiques, mais par contre, on interdit aussi aux entreprises françaises de faire ces tests. Et du coup, on offre la possibilité à des entreprises étrangères qu'on peut difficilement contrôler de cartographier nos gènes, notre ADN, alors qu'on pourrait le faire avec une entreprise française. » Oui, c'est un peu pour ça que je te demandais si c'était vraiment mis en application, ce règlement européen et compagnie. Enfin, c'est plus facile de réglementer des choses qui se passent en France que des choses qui se passent à l'étranger. Non, c'est sûr. Je trouve que c'est vraiment une question compliquée parce que ça existe. Donc, d'une certaine manière, on a l'impression que la France fait quand même un peu l'autruche. Enfin, oui, tout à fait. Et en même temps, on comprend les intentions. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que... Bah pour moi, c'est comme toutes ces choses qu'on voudrait interdire. Alors, on peut être d'accord ou pas d'ailleurs, mais qu'on voudrait interdire, mais qu'on ne peut pas interdire parce qu'il y a d'autres manières de le faire. Alors là, il y a plein d'exemples. Il y avait la PMA pour les femmes seules qui a finalement été autorisée, par exemple. Et du coup, finalement, une solution, c'est souvent de légaliser. Ça peut être le cas pour certaines drogues. Après, je ne sais pas si c'est forcément la bonne solution, hein. Mais là, dans le cas des tests ADN, moi, je pense quand même que tous les problèmes dont on a parlé pourraient... Alors peut-être pas être complètement résolu, mais on pourrait trouver une meilleure solution si on autorisait ces tests et si on encadrait. C'est ça. Parce que sinon, les personnes qui sont vraiment motivées pour faire des tests vont continuer à faire ces tests sans encadrement français et donc vont en pâtir avec tous les problèmes dont on a parlé, potentiellement la vente de leurs données, le fait de se découvrir une prédisposition à une maladie qui fait peur sans encadrement. Ouais, mais après, il y a justement aussi des avantages ou d'un intérêt à ces tests-là. Tout à fait. Oui. En plus, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut absolument interdire, en plus de ça. Mais même si on considérait qu'ils étaient purement négatifs, on aurait encore quand même intérêt, pour moi en tout cas, à les autoriser pour pouvoir mieux les encadrer. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'intérêt. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations qui militent pour qu'ils soient autorisés. Et c'est quoi les avantages, justement ? Parce que c'est vrai que je me suis plus concentrée sur les inconvénients. À l'échelle de la société, du coup, parce qu'à l'échelle individuelle, je veux bien comprendre du coup les avantages que ça a, mais à l'échelle d'une société, quel avantage ça peut avoir ? Alors, c'est intéressant comme question. Alors, à l'échelle de la société, moi, je pense à un élément qui est un peu à double tranchant.
Le fait de se rendre compte qu'on a plein d'origines différentes. Ça, oui. Ça, je sais que c'est un argument qui est beaucoup mis en avant. On se rend compte que on vient pas que d'un seul endroit, donc on est des mélanges. Et donc, ça permet peut-être, à l'heure actuelle, d'être plus ouvert aux autres, voilà, de combattre en partie peut-être le racisme, en quelque sorte, parce qu'on se rend compte que nous-mêmes, on n'est pas purs de ce qu'on croyait être. Mais par contre, le côté un peu plus négatif de ces résultats en termes d'origine ethnique, c'est justement cette idée qu'il y aurait des catégories fixes d'origine ethnique. Ça, j'ai toujours trouvé ça très bizarre. À partir du moment où j'ai su que ça existait, je me disais, mais quand ils disent vous êtes à 30% italien, à 40% ibère, ça veut dire quoi pour eux, être italien ou être ibère? Et donc, j'ai cherché. Et en fait, alors pour MyHeritage en tout cas, ils ont identifié des centaines de personnes, voire des milliers de personnes pour chacune de ce qu'ils considèrent être des origines ethniques, des personnes dont la famille a très peu bougé depuis plusieurs générations. Et donc, ils ont pris les résultats de l'ADN de ces personnes-là et ils ont dit, ça, c'est le profil type d'être italien ou d'être ibère, etc. Sauf que c'est quand même une construction très artificielle, vu qu'en réalité, justement, c'est très rare les gens dont les ancêtres n'ont pas bougé. Et donc, c'est pas forcément représentatif de quelque chose de réel. Et puis, du coup, ça se joue peut-être sur beaucoup de générations, mais n'empêche qu'encore avant, on vient tous d'Afrique, en fait. Enfin, voilà. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens de dire comme ça, les Italiens, c'est ça, les Ibères, c'est ça, et puis vous êtes tel composé. Par contre, c'est positif de se dire qu'on est tous des mélanges, c'est sûr. Mais bon, il y a dans ces résultats un côté où on va refixer quelque chose. Mais ça, c'est aussi lié au fait que la plupart des entreprises qui font ça sont des entreprises américaines. En tout cas, c'est elles qui ont commencé et qui donc s'adressent à aux Américains qui sont en Amérique, en tout cas sans compter les Indiens d'Amérique évidemment, seulement depuis 500 ans à peu près, et qui eux donc cherchaient ou cherchent à connaître leurs ancêtres, d'où ils viennent, que ce soit Afrique ou Europe ou d'ailleurs Asie. Et du coup, il y a à la fois cette approche d'aller voir un peu les différentes régions du monde et de voir quelle spécificité génétique on pourrait y retrouver, et en même temps, je pense, une grosse simplification dans la manière de le présenter. Oui, c'est ça. Parce que comme tu disais, Sybille, dire qu'on est X% ibère, ça n'a pas beaucoup de sens, en fait. Certains disent même des pays d'origine. Genre, vous êtes X% français. Ouais, mais enfin, non. Justement, être française, c'est pas un patrimoine génétique fixe. Ça peut être beaucoup de choses. Voilà, c'est pas un critère pertinent, en fait. Et dans le même ordre d'idées, une autre petite critique que je ferais à ce type de résultats, ou à l'idéologie qu'il peut y avoir derrière ces tests, c'est de penser qu'on se définit par sa génétique, en fait. Alors qu'en fait, oui, notre génétique a un impact sur notre vie, ça c'est sûr. On peut, comme on le disait, avoir des prédispositions à des maladies. Même j'ai vu, on peut être prédisposé plus ou moins à la dépression. Donc c'est vrai que ça a un impact sur nos trajectoires de vie. Mais d'une part, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est le fait que nos gènes vont s'exprimer ou pas en fonction de ce qui nous arrive à nous, mais aussi de ce qui est arrivé à nos ancêtres. C'est des marqueurs qui vont se fixer sur les gènes et qui vont leur permettre de s'exprimer ou non. Donc typiquement, si vous avez une prédisposition génétique pour une maladie, il se peut que votre épigénétique l'active ou au contraire la mette en silencieux, en quelque sorte. Et au-delà de la génétique et de l'épigénétique qui interagissent, donc déjà au-delà de l'ADN, il y a ce qu'on vit tout simplement, ce qu'on fait de nos vies, l'environnement qu'on choisit, le contexte social dans lequel on grandit, le sport qu'on va faire, enfin voilà, les relations qu'on noue. Donc c'est un peu dommage d'être si arc-bouté sur quel est mon ADN, qui suis-je génétiquement. Ça pourrait faire oublier qu'on n'est pas qu'un ADN, quoi. Mais c'est marrant parce que j'ai entendu dire que le boom qu'il y avait ces dernières années sur le fait de faire ces tests génétiques, c'était que moins on sait où on va dans le futur, d'une certaine manière, plus on a besoin de savoir d'où on vient. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, effectivement. Ça m'a fait rire. Bon, après, il y a plein de côtés positifs quand même, comme tu disais, au niveau individuel, et donc ça peut se répercuter peut-être plus largement. Ce qu'on appelle le droit aux origines, qui est quelque chose que la loi française défend de plus en plus. Donc, connaître son origine pour les personnes qui sont, comme on dit, nées sous X, donc qui ont été abandonnées à leur naissance, ou les personnes qui sont issues d'un don, ça, on peut comprendre que ce soit très important. Et on disait tout à l'heure que c'était pas forcément facile à vivre.
Et je pense qu'effectivement, c'est pas forcément facile à vivre de découvrir que notre père n'est pas notre père, par exemple. Mais souvent, sur le long terme, c'est quand même positif parce que les secrets de famille en psychanalyse, on voit bien que c'est jamais bien. Ça pèse toujours jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui s'est réellement passé et si les tests peuvent aider. C'est ce que disait cette dame dans le podcast là qui avait un doute sur son père. C'est que ça a été un peu difficile d'en parler avec sa mère, mais maintenant qu'elle le sait, que sa mère le sait et que son compagnon le sait et qu'elle peut transmettre l'information à ses enfants, ça a levé le secret et ça rend la chose de nouveau beaucoup plus facile à vivre, quoi. Oui, mais par contre, alors peut-être dans le cas des secrets de famille, je trouve ça positif, même si du coup il y a quand même un mini risque. Enfin, je vais aller sur le cas vraiment extrême, mais le mari qui découvre qu'il n'est pas le père de l'enfant, comment il va réagir vis-à-vis de la femme? Enfin, faudrait. Le pire scénario, ça pourrait être un féminicide. Enfin, je dis ça. Oui. Enfin, voilà. Oui. Mais bon, ça c'est vraiment le cas extrême. Très probable. Voilà. Mais la deuxième chose, moi, c'est quand même pour les personnes qui accouchent sous X ou les donneurs. Ouais. Alors effectivement, par rapport à la personne dont tu parlais tout à l'heure, Raphaël, dans le podcast, qui disait justement de façon altruiste, qui faisait ce test pour permettre à ses enfants biologiques de savoir qui il était. Mais par contre, que l'on soit donneur ou que l'on accouche sous X, ça me pose quand même une question. Alors, je comprends complètement que du coup, pour les enfants, c'est nécessaire de savoir d'où on vient et que pour se construire, etc. Par contre, la personne qui accouche sous X, ça peut avoir été fait dans des situations traumatisantes. Enfin, il y a plein de choses que ça peut réveiller chez la personne adulte. Et le donneur, selon les enfants, peut-être qu'il va être assailli par des personnes avec qui il n'avait pas forcément envie de créer du lien. Il a fait un don, mais du coup, il voulait que ça s'arrête là. Et ce qui me pose un problème, ça me fait penser du coup à ta sœur, c'est aussi que, en fait, quand quelqu'un de ta famille, d'autant plus proche, donne son ADN, ça veut dire qu'une partie du tien est forcément sur le marché. Et ça veut dire que du coup, une personne individuelle fait un choix individuel, mais a des répercussions collectives et touche les différentes personnes de sa famille. Et ça, par rapport à ce que je disais sur les donneurs et les femmes, en fait, par déduction, tu remontes. Oui. Du coup, c'est hyper intéressant parce que ça permettrait de remonter aussi, par exemple, à la personne dont tu parlais, ce bel Italien. Bon, même si c'était d'autres conséquences, mais... Et puis bon, il est mort, donc au pire, il s'en remettra. Mais du coup, ça me pose un vrai problème. Mais c'est là où je pense qu'il peut justement y avoir un encadrement. Il peut y avoir... C'est vrai. L'obtention de l'autorisation d'autres membres de la famille avec un truc signé ou machin truc, pour ce qui est du don de l'ADN. Il peut y avoir, après, dans le fait de découvrir un père, une mère, une ascendance, ou d'ailleurs des cousins, des nanas, un encadrement en termes de médiation peut-être, parce que justement, dans le podcast que j'écoutais, l'une des personnes qui témoignait était née sous X et avait fait la démarche de vouloir trouver ses parents. Après avoir fait plein de recherches généalogiques, etc., et n'ayant rien trouvé, elle a envoyé son ADN à plusieurs de ses entreprises pour des tests. Et en faisant cela, elle a retrouvé une cousine. Et du coup, avec une association de généalogie avec qui elle était déjà en contact, elle a remonté l'arbre généalogique de cette cousine pour trouver qui était leur ancêtre commun. Ils ont retrouvé leur ancêtre commun et ils sont redescendus. Et voilà, et elle disait que l'association avait trouvé qui étaient ses parents, mais que elle, qui elle-même travaillait dans la médiation et était très sensible à ces questions-là, avait décidé de laisser à cette association le soin de contacter ses parents et de faire les choses dans l'ordre et faire les choses de manière délicate, quoi, pas de manière brute. Et c'est là aussi où peut-être il peut y avoir un encadrement. Faire en sorte qu'il soit obligatoire de passer par une association de généalogie ou une organisation quelconque qui ferait une médiation et irait voir les parents d'une personne née sous X, par exemple, pour leur demander si ça les intéresse de rencontrer leurs enfants biologiques ou pas, pour éviter éventuellement des clashs ou des choses négatives. Je pense que le rendre obligatoire, ce serait quand même compliqué parce que tu peux pas empêcher les gens de voir qu'ils ont tel cousin ou tel oncle qui laisse penser que leurs parents est telle personne. Mais par contre, on pourrait donner le mode d'emploi et donner les bons contacts, juste ça, parce que personne n'a envie de débarquer dans la vie de la mère ou du père qui l'ont abandonné. Comme ça, je pense que les gens seraient assez contents qu'on les aide à avoir la bonne démarche. Ça rejoint peut-être ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait d'encadrer cette chose-là en France et donc permettre à des entreprises françaises de lancer des tests. Parce que du coup, celles-ci seraient obligées de passer alors par ce type de structure.
Oui, et donc voilà. les Français, peut-être qu'ils veulent faire les tests, ils s'adresseraient peut-être plutôt aux entreprises françaises plutôt qu'à MyHeritage ou je ne sais pas qui. On pourrait aussi imaginer qu'on s'adresserait à différentes entreprises qui feraient différents types de tests, quoi. Quelqu'un qui veut retrouver un membre de la famille, des parents qui ont donné naissance sous X, ou eux, ils s'adresseraient à plutôt une entreprise française qui ferait ça, et puis d'autres qui... Enfin, voilà. Ouais, mais Donc, ça marche pas, en fait. ça peut pas marcher, justement, si on met pas en commun assez de données. Ouais, Et donc, oui, il faut mettre ensemble. c'est ce que j'étais en train de me dire dans ma tête en disant ça. Mais c'est ce que j'entendais d'ailleurs sur le fait que les entreprises françaises n'avaient pas eu le droit de se lancer sur ce marché-là, faisait que même si on les autorisait là maintenant, en fait, ils seraient en retard. Et du coup, naturellement, si tu recherches tes origines, les membres de ta famille, tu vas naturellement aller vers là où il y a le plus de personnes dans la base de données. Et du coup, ça serait pas si évident que ça de rattraper le retard. Donc, j'avais trouvé ça intéressant et un peu dommage. La solution, je crois que ce chercheur proposait, c'était peut-être il y a des recherches génétiques qui sont faites dans le cadre légal pour la recherche médicale, etc. Et que peut-être, moyennant l'autorisation, je ne sais pas si elle est encore possible, mais de récupérer peut-être ces ADN-là pour les mettre dans les entreprises françaises pour qu'il y ait déjà un premier... Enfin bon, bref, je ne sais pas, mais en tout cas... Pour le coup, ce serait une bonne raison d'acheter les données des entreprises américaines, mais en demandant le consentement des personnes. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est une super idée, je n'avais pas pensé. C'est si simple d'acheter des choses. Ça serait peut-être un investissement de départ un peu cher, mais... C'est l'une des raisons aussi pour laquelle ça avait été refusé en France. C'est parce que ça demanderait des coûts énormes pour encadrer. Et effectivement, bon là, c'est pas pour encadrer, c'est pour acheter les données de façon consentie. Mais potentiellement, est-ce que, alors qu'on est peut-être dans une politique un peu d'austérité... Est-ce qu'on est d'accord pour mettre de l'argent sur ce créneau-là ? Il faudrait demander aux sociétés privées qui vont se lancer sur ce marché de mener l'encadrement elles-mêmes. Oui. C'est vrai que c'est pas à l'État de le financer, forcément. Mais... c'est sûr. Mais sur la question du consentement, là, Raphaël, tu proposais qu'on demande le consentement à son entourage, mais je pense que ça suffira pas parce qu'on peut retrouver des cousins très très éloignés et ceux-là, tu les connais pas justement, donc tu peux pas demander leur consentement avant d'aller mettre ton ADN. Non, mais avec eux, tu partages un ADN qui est beaucoup... Enfin, tu partages pas du tout autant d'ADN. Ah, ça permet de retrouver ton père, hein. si tu remontes beaucoup, si tu fais tout un travail. Non, puis ça serait bizarre parce que du coup, si tu demandes le consentement, si on te dit non, tu vas quand même te poser la question pourquoi. Enfin, il y a un truc, je sais pas. Ouais. C'est qu'un crime est prévu parce que j'ai vu que... Ah oui. Alors, je disais à ma sœur, maintenant, entre guillemets, à cause de toi, si je fais un crime et que je laisse mes cheveux sur la scène de crime, on va me retrouver parce que ils pourront... Alors, normalement, ils n'ont pas le droit. Oui, normalement, ils n'ont pas accès. Les enquêteurs pourront... s'ils trichent un petit peu, accéder à MyHeritage et puis te trouver et savoir que je suis ta sœur. Et en fait, c'est vraiment arrivé aux États-Unis. Il y a un tueur en série qu'on n'avait pas trouvé pendant 30 ou 40 ans, qui a été retrouvé grâce à une base ADN. En retrouvant des membres de sa famille, ils ont trouvé qui c'était. Et c'est quelqu'un qui avait tué beaucoup de gens et violé encore plus de gens. Voilà, donc... En soi, on était content de le retrouver, mais c'était une violation de la loi et normalement, ils n'auraient pas dû faire ça. D'accord. Alors, donc maintenant qu'on a vu un peu tous ces aspects à la fois négatifs et positifs, quel est votre rêve pour l'avenir des tests ADN dits récréatifs ? Cécile et Raphaël, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire ? Cécile, peut-être ? Alors, c'est la première fois où je ne suis pas très tranchée. Oui. Incroyable. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment une colle. Je sais pas trop. En plus, je pense que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants du point de vue technique et ce qui est possible de faire et de la sécurité que ça demande aussi pour protéger. Enfin, du coup, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. J'aurais tendance à penser que maintenant que c'est là, peut-être qu'on peut du coup s'en emparer en France et réfléchir à des solutions pour que ça se passe bien, plutôt que de l'interdire et qu'on doive le faire ailleurs. Et du coup, j'aimais beaucoup, Sybille, ton idée d'aller acheter avec le consentement la base de données des autres pour que, du coup, même si on arrive avec un peu de retard sur le marché, qu'on puisse être attrayant et que les gens puissent le faire dans des entreprises françaises, que ça soit possible, mais que ça soit le mieux encadré possible pour respecter au mieux la personne et du coup aussi pour l'accompagner au mieux et que ça se passe le mieux possible. Voilà, donc ça sera une conclusion assez simple pour moi.
Et toi, Raphaël? Moi, comme toi, Cécile, je suis un peu hésitant, mais je pense que j'aurais tendance à plutôt penser qu'il faut les autoriser avec un encadrement. Par exemple, sur la question des prédispositions génétiques à des maladies, que ces données-là soient vraiment plus sécurisées et fassent l'objet d'un accompagnement médical. Et pareil pour la question des liens de parenté. Enfin, j'ai déjà évoqué un petit peu des suggestions de solutions tout à l'heure avec des médiations et des choses comme ça. Tout ça, c'est des choses où il faudrait voir comment ça peut être mis en œuvre techniquement, effectivement. Mais je pense que là, il y a des possibilités et qu'on peut trouver un moyen d'encadrer tout ça. Mais sur la question d'ailleurs des données de santé, l'une des grosses peurs qui sont mises en avant quand on discute de la possibilité de légaliser les tests ADN, c'est que ces données soient revendues par exemple à des assurances et qu'elles refuseraient de t'assurer si tu as une trop forte prédisposition pour une maladie grave. Mais ça, normalement, c'est déjà interdit par la loi française dans le sens où on n'a pas le droit de discriminer des personnes en lien avec leur état de santé. Donc voilà, normalement, ça, il existe déjà un encadrement, mais on pourrait le renforcer, vraiment interdire à 100% ce type de revente, quoi. Oui, d'autant que là, pour le coup, il n'y a aucun argument qui tienne parce que une prédisposition n'est pas une réalité. Et que, oui, exactement. Et donc toi, Sybille, quel est ton rêve? Et ben, moi aussi, bien sûr, je pense qu'il faudrait un meilleur encadrement que ce qui existe dans les autres pays et donc le légaliser avec ce meilleur encadrement. J'ai trouvé ça assez intéressant d'en débattre avec vous parce que justement, pour une fois, moi aussi, c'est un sujet sur lequel je ne savais pas. J'avais pas vraiment d'opinion. Et en préparant, j'ai un peu acquis une opinion, mais assez modérée, qui est effectivement que ce serait intéressant de légaliser ces tests en faisant bien attention à limiter les côtés négatifs. Et pour ça, j'ai vu que l'association que je citais, qui s'appelle DNA Pass, suggérait un certain nombre de mesures très précises et auxquelles on ne pense pas forcément, mais eux, ils se sont penchés sur le sujet depuis longtemps. Et c'est assez intéressant. Ils disent par exemple qu'il faudrait que sur les plateformes donc de ces entreprises qui proposent des résultats en lien avec votre ADN, on informe très clairement sur la protection des données génétiques et sur les droits des personnes testées. Par exemple, juste comme on le disait tout à l'heure, le fait de supprimer son échantillon de salive et de supprimer ses données. Et il faudrait que les plateformes intègrent ces paramètres, en fait, qu'on puisse en quelques clics décider de tout effacer si on veut, ce qui n'est pas forcément le cas. Et que, par exemple aussi, à la mort de la personne testée, elle désigne un légataire de ses données génétiques. Voilà, ça c'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas spontanément, mais quand on creuse un peu, on se dit tiens, il y a ce problème-là, quand la personne décède, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc je pense qu'il faudrait écouter en fait ceux qui se penchent sur le sujet depuis longtemps parce que ça leur tient à cœur, parce que c'est des associations qui accompagnent des personnes qui cherchent à en savoir un peu plus sur leurs origines. Voilà, donc je pense qu'il faudrait écouter les principaux concernés surtout. Ouais. En conclusion, on ne sait toujours pas si récréatif est le meilleur adjectif pour parler des tests ADN, mais on espère que cet épisode, lui, a bien été récréatif pour vous. Si vous l'avez aimé, parlez-en autour de vous et retrouvez-nous dans un mois pour un nouvel épisode. Et pour prolonger le plaisir, rejoignez-nous sur Patreon où vous trouverez une transcription et de nombreux bonus. À bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.